Alors, Pierre-Raison Vallon, juste pour vous introduire, j'aimerais citer une phrase qui figure dans votre ouvrage Refaire société, qui est vraiment en écho avec tout ce que nous venons de dire. On n'est pas individu autonome, on le devient au terme d'une construction. Or, notre société est rongée par les discriminations, ce qui résulte de la coupure croissante entre richesse héritée, richesse produite, et la constitution d'un monde dans lequel le rentier et le spéculateur dominent sur l'entrepreneur et le cadre, ce qui est en écho avec ce que disait Thierry Pêche. Vous avez entendu une partie des travaux, ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous inspire alors, le regard, je ne sais pas si c'est celui du philosophe, mais du sociologue, de l'intellectuel? Oui, je vais vous passer le micro, effectivement. Quel est votre regard sur les questions que nous venons d'aborder? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant tous les documents préparatoires. Et je voudrais d'abord dire un témoignage personnel. J'étais secrétaire confédéral de la CFDT en 1969. À ce moment-là, l'UCC n'existait que depuis 2 ans, puisque l'UCC est de 1967. Et à ce moment-là, la présence des cadres dans la CFDT s'était vue un peu comme un club de sympathisants. C'était pas vraiment des travailleurs, c'était un club de sympathisants, c'était des gens de la haute fonction publique, un certain nombre de cadres généreux et qui trouvaient sympa d'être dans le coup avec la CFDT. Et maintenant, ça a complètement changé. Parce qu'en lisant les documents qui ont été préparés pour cette réunion, je dirais au contraire que le cadre, tout en prenant conscience du fait que cette catégorie, de fait de son expansion matérielle, numérique, s'est beaucoup diversifiée, a changé de sens. Enfin, on peut dire maintenant que le cadre, d'un certain point de vue, il est le miroir grossissant du travail aujourd'hui. Il n'est pas, autrefois il y avait la coupure entre d'un côté les exécutants et les encadrants, mais aujourd'hui les formes du travail dans ce qu'on peut appeler le capitalisme d'innovation, parce que même s'il est juste de dire qu'il y a eu cette révolution financière et qu'il y a eu les 30 financières qui ont donné le pouvoir à l'actionnaire et que c'est une caractéristique du capitalisme contemporain, une autre caractéristique, c'est qu'on est passé d'un capitalisme d'organisation à un capitalisme d'innovation. Le capitalisme d'organisation, c'est-à-dire c'est un capitalisme dans lequel ce sont des normes, des règles, des prescriptions qui organisent le travail. Le capitalisme d'innovation, c'est un capitalisme dans lequel ce qu'il faut mobiliser, c'est la capacité de s'adapter. Parce que le monde, il n'est pas stable, le monde, il bouge en permanence. Donc le travail, il est d'abord défini par des qualités d'adaptation, de réactivité, de coopération aussi. Alors que quand on obéit à des règles, la question de la coopération, elle est relativement secondaire. Donc, dans ce nouveau capitalisme d'innovation, il me semble que la figure du cadre, elle est à la fois le miroir grossissant de ce nouveau capitalisme d'organisation, avec toutes ses contradictions et ses problèmes. Si on regarde par exemple ce qui a fait l'objet de beaucoup de débats, la question de l'évaluation. La question de l'évaluation, pourquoi est-elle devenue difficile aujourd'hui? Parce qu'on veut évaluer des singularités. Quand on évalue simplement des rendements, on a des éléments de mesure fixe. Mais si on veut évaluer des singularités, à ce moment-là, il y a forcément une difficulté de trouver les règles, de trouver les éléments de comparaison qui puissent être véritablement objectifs. Ça veut dire que la question de l'évaluation, elle devient nécessairement quelque chose à discuter en permanence. Ce sont des règles qu'il faut, quand elles sont établies, les soumettre à la question, à la critique. Donc on est nécessairement, à ce moment-là, dans un système dans lequel l'interaction du salarié avec l'organisation doit être toujours plus forte. Et il faut qu'il ait, la question a été abordée tout à l'heure, qu'il y ait en quelque sorte des tiers représentants. Alors est-ce que c'est la DRH, les syndicats? Il y a beaucoup de tiers représentants. Mais il faut qu'il y ait cette prise de distance entre l'individu et l'organisation. Et puis une deuxième caractéristique, à côté de cette spécificité nouvelle de l'évaluation, il y a aussi la spécificité nouvelle, pourrait-on dire, des formes d'aliénation. Le terme d'aliénation, il était très employé dans les années 70, on l'emploie moins aujourd'hui. Enfin, il me semble qu'il est encore plus présent que jamais dans le travail.
Seulement, le type d'aliénation, il a changé de nature. L'aliénation avant, c'était l'assignement à des prescriptions. On était pris dans la cadence, on était pris dans la règle qui vous emprisonnait. Et maintenant, on peut dire d'une autre façon que les formes d'aliénation, c'est au contraire la façon dont est manipulée par l'organisation sa capacité d'autonomie, son engagement, et qu'on veut s'engager, on veut être autonome, on veut être capable qu'on peut prendre des initiatives parce que c'est une condition de l'émancipation personnelle. Mais ces conditions de l'émancipation, elles sont manipulées par l'organisation. Et cela pose une question, me semble-t-il, très nouvelle dans les organisations, c'est que le problème du travail, il est lié à la façon dont on doit dorénavant, non pas simplement changer des règles, non pas surveiller des règles, non pas discuter des règles, mais aussi discuter des psychologies dans l'entreprise. Un des facteurs fondamentaux de l'aliénation aujourd'hui, c'est le manipulateur ou la manipulatrice, c'est le pervers. Et je crois qu'il y a ce nouveau front, pourrait-on dire, de l'aliénation et de la souffrance au travail. La souffrance au travail, elle a comme revers, je dirais, les dysfonctionnements de la coopération. Et les dysfonctionnements de la coopération, ils sont liés non pas simplement à des règles, mais ils sont liés aussi, ça me semble très important de le dire, ils sont liés à des psychologies. Enfin, ce nouveau capitalisme d'organisation dans lequel le cadre joue un rôle absolument essentiel, il est, d'un certain point de vue, un travailleur comme les autres maintenant, même s'il a cette fonction d'interface. Il est à la fois un travailleur comme les autres et encore partie prenante dans certaines organisations, ce n'est pas partout la même chose, de cette fonction d'encadrement. Mais se pose pour lui aussi de façon très nouvelle le problème des conditions d'organisation de sa promotion, les conditions d'organisation de sa protection. La protection de l'individu au travail, elle ne se pose pas pour moi de façon différente aujourd'hui pour un employé, un ouvrier ou un cadre. Eux aussi sont soumis à tous de façon peut-être différente, mais avec des rapports tout de même assez étroits, ils sont tous soumis à des forces de pression, ils sont tous soumis à des stress, ils sont tous soumis à tout un ensemble d'obligations où la protection ne peut pas simplement être réglementaire. Il faut trouver, je dirais, des puissances qui permettent de faire appel dans le travail. Il faut que les salariés puissent avoir sur le lieu du travail leurs propres avocats d'une certaine façon maintenant. Alors c'est un des rôles du syndicalisme, mais il faut aussi décentraliser cette notion du défenseur, pas simplement des droits au travail, mais ce défenseur de l'éthique au travail, ce défenseur de la protection véritablement personnelle. Et il y a une autre dimension dont le cadre exemplifie d'une certaine façon, c'est comment organiser la promotion des gens. Comment organiser la promotion des gens? Cela veut dire, alors il est vrai aujourd'hui que le taux de, Thierry le rappelait, que le taux de chômage des cadres est beaucoup plus faible, etc. Mais il y a tout de même la nécessité d'organiser, ça figure dans un des documents qui nous a été remis, l'employabilité permanente d'une population. Or, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on le fait peut-être, les entreprises ne le font pas forcément toujours pour les cadres. Et enfin, une dernière remarque qui pour moi est tout à fait essentielle, c'est qu'il y a dorénavant deux sortes d'entreprises. Il y a les indépendamment du fait qu'il y a un capitalisme financier qui domine le capitalisme, disons, industriel de façon générale, mais à l'intérieur même de ce capitalisme de la production ou des services, au sens large du terme, il y a un certain nombre d'organisations qui ont une capacité à absorber tous les profits d'un secteur. J'étais frappé par un article lu il y a quelques jours dans un journal montrant comment LVMH, qui a besoin de tous ces sous-traitants très performants et très qualifiés, mais les laisse tout juste survivre et avec un niveau de salaire qui est 20%, salaire moyen 20% de celui qu'il y a chez LVMH. Donc on peut voir aujourd'hui qu'il y a vraiment deux régimes de fonctionnement des entreprises. Il y a les entreprises qui réussissent à polariser une grande partie du profit de leur secteur, et là peut-être qui peuvent avoir des politiques, je dirais, de rémunération, des politiques plus avancées, et ceux
qui sont dans des situations beaucoup plus précaires qu'autrefois. On peut dire que le taux moyen de profit était relativement proche dans toutes les entreprises il y a 30 ans. Aujourd'hui, les taux de profit relatifs dans les différents secteurs sont extraordinairement diversifiés. Et donc, les conditions, je dirais, d'alimenter matériellement les politiques sociales sont elles-mêmes aussi très différenciées, me semble-t-il. Et de ce point de vue-là, la situation des cadres dans une petite entreprise du bâtiment, ou la situation des cadres de sous-traitance, ou la situation des cadres dans une petite entreprise de sous-traitance de vêtements, par exemple, n'est absolument pas comparable avec le cadre de la grande organisation. Et enfin, je voudrais dire un dernier mot, c'est que le terme même de cadre ne doit plus être employé pour qualifier ceux qui maintenant sont les proches des dirigeants exécutifs. C'est-à-dire ceux qui rentrent dans l'univers des stock options, ceux qui rentrent dans l'univers des retraites chapeaux, là, le terme cadre ne s'applique plus. Ce sont véritablement, ceux-là, je dirais, des gens qui sont passés, même s'ils sont assez nombreux dans un certain nombre de grandes entreprises, ce sont ceux qui sont passés du point de vue, ce sont des dirigeants, ils participent à la direction collective de l'entreprise. Mais participer à la direction collective de l'entreprise, ça n'est pas participer au management. Parce que le propre du management, c'est conduire une organisation. Et conduire une organisation, c'est la conduire à tous les niveaux. C'est la conduire près du terrain. C'est la conduire même dans les fonctions modestes. Et je crois que le paradoxe aujourd'hui, alors j'aimerais bien entendre Ève, moi aussi je suis professeur HEC, donc je peux critiquer, je suis professeur honoris causa d'HEC. Mais étant professeur honoris causa d'HEC, je vois effectivement que on enseigne peut-être à être dirigeant, mais manager c'est tout autre chose. Manager c'est être un agent de coopération, pour faire vite, voilà. C'est ça, être manager. Être dirigeant, c'est au contraire être dans une position de surplomb de la réalité. Donc peut-être qu'HEC forme des surplombants, mais pas des managers. Et les managers, là le syndicalisme a quelque chose à dire. Parce que le syndicalisme, de par son expérience du terrain, justement, peut être un agent, je dirais, au sens fort du terme, de contribuer à améliorer ce management, le management ne séparant pas en quelque sorte la gestion des personnes de l'émancipation des personnes. Et c'est ça qui est très nouveau. Parce qu'aujourd'hui, ce rapport qu'il y a entre gestion des personnes, émancipation des personnes et d'un certain point de vue aussi aliénation des personnes, les trois éléments sont de plus en plus liés. Et dans une même situation, on peut tirer les choses du côté de l'émancipation ou on peut tirer les choses du côté de l'aliénation. Et ça me semble absolument décisif, donc de voir que améliorer, je dirais, la condition salariale passe aussi par cette compréhension du fait que ce management, il est toujours une opération qui est tendue, je dirais, entre ces trois pôles, de l'émancipation, de la gestion et puis de l'aliénation. Mais est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que la réduction du temps de travail qui a été portée par la CFDT notamment était une réponse du corps social à ces changements extrêmement violents et brutaux de mode de fonctionnement des entreprises, aux aliénations dont vous parlez? Est-ce que la réponse a été à la hauteur des espoirs? Je pense qu'au fond, toute une partie du droit du travail et toute une partie du progrès social a été toujours envisagée du point de vue de cette notion de gestion des collectifs de travail. Gestion des collectifs de travail par la gestion des règles générales, par la détermination de conditions d'emploi, par la détermination de tout un ensemble de protections. Ça, c'est très important. Mais il y a tout un nouveau volet maintenant qu'il faut prendre en compte. À côté de la gestion du collectif de travail, il faut prendre aussi la gestion des situations individuelles. La gestion, après tout, le but du syndicalisme, c'est l'émancipation du genre humain. Eh bien, l'émancipation du genre humain, ça n'est pas simplement la régulation du collectif, c'est permettre à des individus de se construire de façon autonome, sans être vampirisés par des organisations de production. Et là, d'un certain point de vue, on pourrait dire aussi que c'est un nouvel objectif pour les coopératives. Parce que les coopératives, elles se sont mises en place avec une définition de l'émancipation par le changement de la propriété.
Or, on voit bien que c'est autre chose que le changement de la propriété qui est en cause, puisque toi-même, tu parlais de la notion de confiance centrale dans l'entreprise coopérative. Et si aujourd'hui on voulait avoir une vision utopique positive de l'entreprise de demain, on voit bien que ce ne serait pas simplement l'entreprise qui change de propriété, mais c'est l'entreprise qui redéfinit la gestion comme centrée aussi sur l'individu, le respect de son autonomie, sa construction, et dans lequel il y a un équilibre, si je puis dire, entre la mise au service de l'engagement de l'individu dans l'organisation et la possibilité qu'il se construise de lui-même. Merci. Alors, il est vraiment le temps.